Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur l'OMS est corrompu et sa gestion de la crise du coronavirus est une nouvelle preuve. Aujourd'hui, nous allons regarder précisément les plus grosses erreurs de l'OMS pendant la gestion de la crise et en deuxième partie, nous étudierons le financement de l'OMS et d'un très grand donateur privé. Nous regarderons également les problèmes de corruption du passé et les fausses annonces de l'OMS qui ont déjà coûté des dizaines de milliards d'euros aux pays du monde entier. Je rappelle que toutes les sources sont dans la description de cette vidéo. Allez, on commence tout de suite parce que là ça va être explosif. La première erreur de l'OMS fut de reprendre à la lettre les déclarations de la Chine au sujet de l'épidémie qui débutait sans se poser bizarrement la moindre question de leur crédibilité. L'OMS n'a pas fait la moindre enquête ni même une simple vérification. Elle a fait une confiance aveugle et totale aux informations données par la Chine. Ils reçoivent des milliards d'euros de subventions chaque année pour entre autres informer de manière professionnelle par des experts et pourtant ils ont affirmé de façon incompétente et inconséquente que le nouveau coronavirus n'était pas transmissible de façon interhumaine directe, mais seulement de l'animal à l'homme. Affirmant que quelque chose d'aussi important est un acte très grave et irresponsable, inconcevable de la part de l'OMS. Si l'OMS n'est que le porte-parole de ses États membres, c'est de l'imposture, surtout connaissant la Chine qui est un État qui ne pratique ni la démocratie ni la transparence. Et l'OMS s'est bizarrement borné pendant des semaines à reprendre à son compte les déclarations de la Chine sur l'état de l'épidémie. C'est inconcevable et c'est même lamentable. Le 7 avril, la sénatrice Marta McSally a appelé jeudi le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, à démissionner, en l'accusant d'avoir aidé la Chine à dissimuler le nombre réel de cas de patients infectés. Les responsables chinois ont avoué cette semaine qu'ils n'avaient pas compté les patients asymptomatiques. Des documents internes obtenus par le journal Epoch Times montrent qu'ils ont pris un certain nombre de mesures au cours des derniers mois pour cacher au monde entier le nombre de décès et d'infections. La sénatrice Marta McSally a déclaré: l'OMS doit cesser de les couvrir. Je pense que le docteur Tedros doit se retirer. Nous devons prendre des mesures pour régler ce problème. C'est inadmissible ce qu'ils ont fait ici alors que nous avons des personnes qui meurent dans le monde entier. Le sénateur Rick Scott a demandé en début de semaine au Congrès d'enquêter pour savoir si l'OMS a aidé le Parti communiste chinois à dissimuler la véritable ampleur de l'épidémie en Chine. Rick Scott a déclaré: ils doivent être tenus responsables de leur rôle dans la promotion de la désinformation et dans l'aide apportée à la Chine communiste pour dissimuler la pandémie mondiale. Nous savons que la Chine communiste ment sur le nombre de cas et de décès, sur ce qu'elle savait et quand elle l'a su, et l'OMS n'a jamais pris la peine d'enquêter davantage. Leur inaction a entraîné la perte de nombreuses vies humaines. La deuxième erreur de l'OMS, si on peut appeler ça une erreur, fut de ne pas effectuer elle-même des recherches sur le virus, son épidémiologie et la maladie qu'il déterminait. L'OMS est censée comporter suffisamment d'experts médicaux et d'épidémiologistes pour pouvoir elle-même procéder à une enquête approfondie. Que font ces experts? L'OMS en fait est juste devenue une bureaucratie porte-parole du travail des autres au lieu de faire de vraies recherches que l'on est en droit d'attendre en vue des sommes investies chaque année par les pays. J'ouvre juste une petite parenthèse sur le terrain des épidémies en Afrique. De nombreux observateurs ont déclaré nombre de fois que l'OMS et son personnel ne faisaient presque rien et étaient absolument inefficaces. Je ferai une vidéo sur le sujet, ça va cartonner. La troisième erreur de l'OMS fut de ne pas accorder le sérieux nécessaire à cette épidémie débutante, de ne pas croire au risque pandémique. Leur réaction fut presque insouciante. L'OMS reprenait à son compte les déclarations de la Chine en les reformulant et en demandant au monde de ne pas s'inquiéter. Comme si l'OMS avait pour but de rassurer la population mondiale pour ne pas qu'ils prennent de mesures de précaution. Ils ont aussi demandé à laisser les frontières ouvertes, ils ont recommandé aux gens de ne pas porter de masque et encore d'autres erreurs que je passerai ici car nous avons encore beaucoup à parler. Si on veut résumer le rôle de l'OMS dans ce dossier par quelques mots, ce serait incompétence, désinformation, manipulation des données et des hommes et refus persistant d'assumer ses responsabilités. Allez, on va passer à la deuxième partie qui va être vraiment très intéressante sur le financement de l'OMS et de surtout un très grand donateur privé. Vous allez voir que l'argent est puissant et certains se prennent pour des dieux vivants avec ce pouvoir. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue. Car oui, ça pourrait arriver. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux car ma chaîne fut limitée en diffusion sur le sujet de la crise. Un dernier point, YouTube a démonétisé toutes les vidéos sur la crise, sauf pour les grosses chaînes de news comme BFM TV. Alors j'ai ouvert une cagnotte pour ceux qui pourraient m'aider par une cotisation mensuelle. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avance. Nous continuons donc avec la deuxième partie. L'OMS est vraiment plus que fragilisée actuellement. Sa crédibilité est purement et simplement remise en question.
Donald Trump, que j'aimais vraiment pas du tout pour ses propos racistes et sexistes, commence à prendre beaucoup de valeur dans la lutte contre la corruption mondiale. Je ferai une vidéo sur Donald Trump. Donc Donald Trump a retiré les contributions des États-Unis à l'OMS. Il faut savoir que les États-Unis sont le principal donateur parmi tous les pays du monde. Donc sa perte devrait faire un très gros trou dans le budget de l'OMS. Mais au final, comme nous allons voir, pas tant que ça. Les chiffres vont parler d'eux-mêmes. Dans les années 1970, l'OMS était financée à 80% par les contributions de ses États membres et à 20% par des donateurs privés. En 2017, cette proportion est inversée, 80% par des donateurs privés et 20% seulement par les États. Et parmi les donateurs privés, le tout-puissant Bill Gates et sa fondation donnent de plus en plus d'argent. Je vais faire une vidéo sur lui parce que ce gars, il est aussi blanc que moi je suis noir. C'est une crapule de très haut vol du club des milliardaires qui se voient maître du monde. En fait, c'est un attardé de l'enfance. Ils veulent conquérir le monde et certainement après la galaxie pour continuer sur l'univers. Après, ils verront ce qu'ils feront. Ce gars est un criminel en puissance d'argent. Mais revenons à l'OMS pour l'instant. Les faits s'accumulent contre elle. Complaisance troublante envers le glyphosate, par exemple, molécule active du Roundup, chère à Monsanto, que l'OMS a déclaré sans danger en dépit des victimes de l'herbicide. L'OMS a également minimisé des bilans humains des catastrophes nucléaires de Tchernobyl, de Fukushima et des désastres de l'utilisation de munitions à uranium appauvri en Irak ou dans les Balkans. L'indépendance de l'OMS est absolument compromise par l'influence des lobbies industriels, des lobbies pharmaceutiques et par les intérêts de ses États membres. Un exemple, en 2013, le professeur Alan Boubis présidait la réunion conjointe de l'Organisation de l'Agriculture et de la Nourriture, OAN, et de l'OMS sur le glyphosate, donc le Roundup. Ce gars travaille également comme vice-président de l'International Life Science Institute, ILSI. Le coprésident de la réunion était le professeur Angelo Moreto, un membre du conseil d'administration de l'ILSI aussi. Alors bizarrement, juste avant ça, en 2012, le groupe ILSI a reçu 470 000 € de dons provenant de Monsanto, donc ceux qui fabriquent le Roundup au glyphosate, et 490 000 € de dons provenant du groupe d'industrie CropLife International, qui représente Monsanto encore d'après les documents obtenus par la campagne US Right to Know, le droit de savoir, reprise par The Guardian, un journal anglais. Donc c'est un conflit d'intérêts vraiment flagrant. Un autre exemple, en 2009, l'OMS a été accusée d'avoir agi trop précipitamment en déclarant que la grippe H1N1 était une pandémie. L'organisation a notamment été soupçonnée d'avoir pris cette décision sous la pression de laboratoires pharmaceutiques. Madame Margaret Chan, l'ex-directrice de l'OMS, était vraiment comme fascinée à cette période par les maladies émergentes qui apparaissaient et disparaissaient sans laisser beaucoup de traces. En tant que directrice de l'OMS, elle s'en est fait une spécialité en créant des pandémies qui n'existaient pas et faisant dépenser des centaines de milliards d'euros à beaucoup de pays pour des vaccins et des traitements. Elle est également connue comme quelqu'un qui a désorganisé totalement l'OMS en une organisation bureaucratique totalement opaque. J'en parlerai dans une autre vidéo. Elle a participé au lancement des alertes concernant la grippe aviaire H5N1 chez l'homme, ce qui a entraîné dans le monde l'un des plus grands gaspillages financiers les plus phénoménaux de toute l'histoire de la médecine au profit des laboratoires. Juste après, elle a alerté sur un début d'épidémie de grippe H1N1 qui allait se manifester comme une pandémie pouvant avoir des conséquences aussi terribles qu'une guerre nucléaire. Le décompte officiel de 2009 de cette grippe H1N1 faisait état de 18 449 décès liés au virus H1N1 confirmés en laboratoire. Après de nombreuses accusations de corruption sur le sujet par différents pays, l'OMS lança un rapport en 2013 disant qu'en fait 203 000 personnes seraient décédées dans le monde à cause de la grippe H1N1 et de ses complications respiratoires. Je ferai une autre vidéo sur le sujet parce que ce rapport est un vrai torchon. Ils ont inventé de nouveaux morts pour justifier leur position déclarant une pandémie en 2009 alors qu'à cette époque on n'en était qu'à environ 10 000 morts selon leurs chiffres officiels. La gestion de l'épidémie de grippe H1N1 par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a été profondément entachée par le secret et les conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique, écrit aujourd'hui le British Medical Journal BMJ. Selon l'enquête du British Medical Journal, les recommandations de l'OMS sur l'utilisation des antiviraux ont été préparées par des experts appointés comme consultants par les fabricants des antiviraux, Roche et GSK. Je ferai aussi une vidéo sur le sujet parce que là c'est aussi encore un énorme scandale. Notre fameuse start nationale, la Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Santé, avait décidé d'acheter 94 millions de doses de vaccins contre la grippe A,
H1N1 pour un montant d'à peu près 1 milliard d'euros auprès de différents laboratoires. Pour se défendre de cette dépense colossale pour rien du tout, au final, Bachelot a dit qu'il était prévu au départ d'administrer le vaccin en double dose et que ce n'était qu'en novembre qu'on a su qu'une seule injection suffisait. La ministre avait également violemment critiqué les autorités de santé polonaises qui n'avaient pas lancé de campagne de vaccination. Donc notre crush nationale n'était finalement peut-être pas si tarte, elle avait fait gagner beaucoup d'argent au labo. Regardons juste où elle avait travaillé auparavant pendant 20 ans. Elle était déléguée médicale au sein du laboratoire ICI Pharma appartenant au groupe pharmaceutique AstraZeneca et comme relation publique chez Soggy Pharm. Donc oui, elle avait des conflits d'intérêts plus qu'évidents avec les laboratoires pharmaceutiques, mais que le gouvernement n'avait bien sûr pas vu. Juste encore une petite boulette à 1 milliard d'euros donnée généreusement au laboratoire sur l'argent public, c'est-à-dire notre pognon. Elle avait répondu sur ces liens d'intérêt, ce n'est pas parce qu'un expert va travailler pour un laboratoire que son expertise n'est pas valable ou qu'elle est orientée. Les liens d'intérêt ne sont pas forcément des conflits d'intérêt. Donc déjà on voit le personnage de la cruche qui s'auto-identifie comme une experte, v'là l'experte, et qui raconte en plus qu'une experte qui travaille pour des labos ne veut pas dire que son expertise n'est pas valable ou orientée. Le problème c'est qu'on sait pas, peut-être que oui, peut-être que non. Alors quand on sait pas, on prend quelqu'un d'autre, c'est juste logique. Pour revenir à l'OMS, le secteur pharmaceutique est évidemment concerné au premier chef par les orientations de l'OMS. Les industriels du secteur contribuent notamment à des programmes de santé sous la forme de dons de médicaments ou de vaccins. C'est le cas par exemple de GSK, Merck, Sanofi Adventis et plein d'autres, qui soutiennent sous cette forme des programmes dédiés à des pathologies frappant les pays pauvres et à des maladies négligées. Il existe également plusieurs autres partenariats entre l'OMS et l'industrie pharmaceutique. Par exemple, l'initiative pour le diagnostic des maladies sexuellement transmissibles en partenariat avec la fondation Rockefeller, notamment. L'initiative internationale pour le vaccin contre le sida, IAVI en 1996, avec la fondation Rockefeller, encore, la fondation APESLAN, la fondation Bill et Melinda Gates, Glaxo Wellcome, Levi Strauss International et bien d'autres encore. Bref, je dois m'arrêter là pour aujourd'hui, mais nous devons comprendre que ces organisations sont maintenant à plus de 80% financées par des investisseurs privés qui attendent un retour sur investissement. Certains essayent de se faire passer pour des philanthropes comme Bill Gates, mais c'est un pourri de la plus haute espèce. On peut voir à l'heure actuelle son engagement avec les lobbies pharmaceutiques pour vacciner et pucer tout le monde. Aujourd'hui, on parle de l'OMS financée presque en totalité par des intérêts privés, mais ce n'est pas la seule. D'autres institutions internationales comme la Banque mondiale ou le FMI, les organisations de solidarité internationale ou les Nations Unies sont largement dépendantes des fonds privés dans lesquels on retrouve toujours les mêmes donateurs. J'essaye pas de vous effrayer, juste de montrer que certaines personnes essayent de prendre le contrôle de notre planète par leur puissance financière. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.